L'épisode de cette semaine vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, notre partenaire pour tout ce qui est l'administration des montagnards. Il nous aide avec notre comptabilité, nos déclarations d'impôts. Il nous aide avec la tenue de nos listes de membres, un paquet de services en ligne. Donc, ce qu'ils font pour nous, ils peuvent le faire pour vous. Donnez-leur un petit coup de fil ou un petit courriel. Si vous avez des besoins de services professionnels, on est certain qu'ils peuvent rencontrer le challenge. Et où on remercie également nos amis chez Bolson Coors. Cette semaine, je bois la Molson Excel, qui est une petite nouvelle dans la famille. Une bière sans alcool qui est disponible dans tous les bons IGA près de chez vous. Donc, pour ceux qui connaissent la Molson Ultra, on est dans la même famille, mais celle-là est à 0%. Donc, je vous invite à l'essayer si vous voulez étirer vos tailgates sans finir en diagonale. Bon podcast, tout le monde. C'est avec une voix éraillée, égraffignée, whatever, que je vous souhaite la bienvenue. Éric Généreux avec moi, Tamil Kadi, François Mathieu. Bonjour tout le monde. J'ai ma petite bière, mais j'ai aussi mes... nous sommes commandités par Halls Mentholatus cette semaine. Fait que si le micro coupe, c'est pas un problème technique, c'est juste que je ne veux pas vous casser les oreilles avec ma toux. Un autre avantage d'être à distance, là, je ne contaminerai personne. Hey gang, j'espère que vous êtes de bonne humeur. On a eu une belle game en fin de semaine, mais peut-être pas le résultat escompté. Mais bon, le bon côté, c'est qu'il y a souvent plus de choses à dire dans une défaite que dans une victoire. Moins l'affaire à courailler. Donc, on va se faire un petit retour sur le match Laval-Montréal de samedi dernier qui s'est terminé par l'écart de 1 point, mais tout un point. Donc, on va faire le tour de ça. Comme à l'habitude, on va faire le tour de ce qui s'est passé dans le reste du football universitaire canadien au Québec et ailleurs. Et on va se faire aussi un petit preview du match des Carabins de ce samedi. Ils nous annoncent une superbe journée alors que les Piqueurs de Concordia viendront faire un tour sur la montagne. Donc, on va parler un peu de ça. Donc, comme l'habitude, on vous propose un petit retour sur l'action du match de samedi dernier, un samedi soir au PEPS. Probablement un très, très long tailgate. On n'y était pas cette fois-là. On vous donne le score en 1022-23, donc la plus petite marge imaginable. Et pourtant, un match en tellement de temps. Pour un si petit écart, il s'est passé tellement de choses. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous le résume. Les Carabins se pointent à Québec après avoir remporté les 3 matchs de la saison l'année dernière, 2 en saison régulière, 1 en éliminatoire. Beaucoup de discussions au courant de la semaine. Une fois que le ballon est mis en jeu, c'est Laval mur à mur. C'est-à-dire que Philippe Boyer fait le botté d'envoi. Laval s'approprie le ballon. 81 verges, 9 jeux. C'est Desjardins à Olivier Cool. C'est déjà 7-0 Laval. Il n'y a que 5 minutes de jouer. Les Carabins reprennent le ballon. 2 et out. On redonne le ballon à Laval. Non, excusez. Sur le botté d'envoi qui suit, avec le vent, Laval marque un point. Finalement, les Carabins reprennent le ballon au 35. 2 et out. On redonne le ballon à Laval. Qu'est-ce que Laval fait? 8 jeux, 81 verges. Desjardins, copie conforme à Olivier Cool sur 25 verges pour faire 15-0 Laval. On n'est pas rendu au premier pipi break. Les Carabins n'ont pas encore eu un premier essai dans le match. À ce moment-là, on commence tous à être nerveux puis on se demande ce qui va arriver en octobre au Sepsum. Les Carabins reprennent le ballon, 41 verges, 6 jeux. On replace un peu le ballon, mais pas de points. C'est comme ça que se termine le premier quart. On s'échange le ballon. Le positionnement est quand même avantageux dans le deuxième quart. Les Carabins marquent leur premier point. Touché de sûreté concédé par Laval pour réussir à reprendre le positionnement sur le terrain. Sur la séquence suivante, c'est 4 jeux, 39 verges. On est à portée de tir pour Philippe Boyer qui marque les premiers points offensifs des Carabins. On est à 15-5 au tout début du deuxième quart. Laval reprend le ballon, c'est 42 verges de leur côté. Ils vont ajouter eux aussi. Attendez, je vais me tromper. Éventuellement, là, après la séquence, on va avoir un placement de Laval. On amène ça à 17. Excusez, un toucher de sûreté, on amène ça à 17-5. Les Carabins vont finalement
continuer de gruger le score 2 possessions plus tard. C'est une séquence de 29 verges, 5 jeux. Jonathan Sénécal, excusez, il y a quelque chose dans le rundown qui ne fonctionne pas. C'est Boyer qui fait un placement. Boyer fait un placement. On est à 17-8. Et juste avant la fin de la demi, Jonathan Sénécal, sur une séquence de 74 verges, donc une autre longue séquence, finit lui-même le travail avec une course de 19 verges. Donc, malgré un trou de 15-0, les Carabins réussissent à remonter 17-15 à la demi. Le début du troisième quart commence sous la pluie et le vent. Il y aura des échanges de possession, mais pas de points marqués dans le quatrième quart. On devra attendre le tout début du quatrième pour que Émile Choquette marque un premier placement pour Laval. C'est 20-15 à ce moment-là. Sur la séquence suivante, une énorme course de Luca Dembélé, 61 verges pour le toucher. Montréal prend les devants pour la première fois dans le match, 22-20. C'est le point. Le ballon va être échangé avec Laval qui a, au quatrième quart, l'avantage du vent, parce qu'il y avait un vent quand même important à ce moment-là, donc ça les a aidés. Le batteur a fait un très gros travail et ça nous amène quand même jusqu'à 10 secondes de la fin du match. Laval qui tente une poussée offensive, mais qui manque d'essence aux 50. Il tente donc, avec le vent dans le dos, une tentative de botter de 56 verges, si ma mémoire est bonne. 53. 53, excusez-moi, du 46. Un botté très impressionnant, un record RSEQ. Et c'est Philippe Forteza qui réussit ce botté énorme avec 18 secondes à jouer pour mettre Laval en avant 23-22. Malgré le temps restant au chronomètre, 6 jeux ne seront pas suffisants aux Carabins pour réussir à se rapprocher à portée de tir contre le vent. Score final, Laval 23, Montréal 22. Avant de passer aux analyses, Tam t'avait dit la semaine passée, puis si vous ne croyez pas, allez le voir, que les botteurs seraient très significatifs dans ce match-là, puis que ça pourrait décider. Ça ne pouvait pas être plus vrai. On a eu le vent aussi qui a joué. Puis François t'avait dit que c'était un match qui allait être difficile. Au bout de 10 minutes de jeu, tu ne croyais pas si bien dire. Hein? Ça a été extrêmement difficile. Heureusement, on n'a pas eu à attendre la mi-temps pour qu'il y ait des ajustements. Puis les Carabins ont réussi à gratter leur retour dans le match. Je vais y aller avec vos impressions. François, je commence avec toi. J'avais aussi dit qu'il fallait surveiller le groupe de débit de Laval. Puis j'avais raison. Hein. Finalement, là, comment je peux dire ça? La game est en plusieurs temps. Tu l'as dit en partant. Directement, quand Laval est arrivé, le couteau entre les dents, on l'avait dit, des 2 premières possessions, Laval jouait comme des champions. Olivier Coul, qui était partout à trappe, 2 touchés en 2 possessions. Puis on dirait que la défensive des Carabins à ce moment-là avait aucune solution. Puis tout allait bien pour Desjardins. La pression ne se rendait pas. Puis lui, il réussissait à découper totalement la tertiaire des Carabins. Après coup, ben là, c'est l'attaque. Là, tu as l'autre bord, tu as l'attaque des Carabins qui, elle, n'est pas capable de rien faire. Mais là, zéro. On dirait que tous les balles, les receveurs des Carabins avaient toutes des mains de plomb. Il échappait les ballons. Il y avait trop de pression sur Jonathan. Jonathan ne voyait rien. Les débits le rendaient complètement aveugle parce que la pression des débits, la couverture était parfaite et surtout, les secondaires ont joué une job d'enfer. En défensive, là, le Rouge et Or a été parfait. Jusqu'à temps que, tu l'as dit tranquillement, déjà à partir du deuxième quart, tout a changé. Tout a changé. Le vent aussi, ça a peut-être aidé. Je ne mettrai pas tout sur ça. Ça n'a pas peut-être aidé, ça l'a incroyablement aidé parce que Laval avait 2 tactiques. Quand on a le vent dans le dos, on lance le ballon. Quand on est face au vent, on court. Et je suis à peu près sûr que lors du deuxième quart, ils n'ont pas essayé une crise de passe, ils n'ont que couru. Mais à un moment donné, ils ne faisaient qu'avancer un petit peu parce que la défensive s'était déjà replacée. Le jeu au sol, la défensive contre le jeu au sol a été intraitable. À partir de ce moment-là, tout s'est resserré, le centre s'est resserré, la pression commençait à arriver sur Desjardins qui, lui, a commencé à faire des erreurs. Le nombre il a perdu à un moment donné
tous ces time-out à cause de niaiseries comme ça. En revenant du deuxième quart, on dirait que là, tout avait encore de la deuxième demi, tout avait changé. L'attaque, on allait plus méthodique, mais l'attaque aérienne des Carabins a été anémique, mais là, complètement anémique. Pas capable de trouver ses receveurs, des receveurs qui échappaient le ballon. Puis, je vais donner le crédit au débit. Je l'avais dit que ça allait être difficile, mais au moins, ça s'est replacé. Puis, entre vous et moi, je suis triste de la game là, du résultat. Là. Mais Chris, ça s'est fini sur un coup de pied de 53 verges. J'aurais pris de guess, moi, avec. Puis, le coup de pied qu'il avait fait avant, chapeau au coup de pied de Laval. Qu'est-ce que tu veux? On peut rien faire. Puis comme c'est un petit ami de Jésus, le nouveau batteur de Laval, on pourra dire que c'est le signe du bon Dieu. On ne peut pas rien faire contre ça. Donc, hey, quelques statistiques en vrac là, pour appuyer ce que tu disais, François. En attaque, les Carabins, Jonathan Sénécal, c'est 16 en 27 pour 136 verges. Presque rien. Et paradoxalement, on parle tout le temps de Laval, leur attaque au sol dévastatrice, c'est moins de 100 verges. Laval, leurs gains, qui ont été peut-être plus total d'offensive plus important que Montréal cette fois-là, ben, c'est 297 par la passe, donc beaucoup, mais à l'inverse, 3 sacs. Et Jonathan aussi saqué 3 fois. Donc, on a eu 2 fois, on a eu des défensives opportunistes aussi. Donc, non, mais 2 fois qu'il aurait dû se débarrasser du ballon aussi. Là. Il a voulu trop étirer le jeu. Là. Exact. Tam, tes impressions? 2 choses. Premièrement, l'attaque, j'ai trouvé que le groupe de receveurs qu'on a habillé était tous semblables et incapables de se séparer de leur couvreur. J'aurais aimé voir un James Leclerc pour pouvoir utiliser sa vitesse puis peut-être tenter 1 ou 2 passes longues, des shots qu'on avait le vent dans le dos pour essayer de dynamiser l'attaque. Là, on avait pas mal tous des petits receveurs qui avaient de la difficulté à se séparer puis créer là. C'est de même depuis 3 ans. Là, on a à part d'Osso, là, on a des receveurs qui sont à peu près tous dans le même moule. Que quand ça joue dans le trafic ou dans des tracés au centre, contrairement à Laval, qu'eux, dans les tracés au centre avec les courses en croisée, ils sont capables de créer de la distance puis d'attraper les ballons. Nous, on a de la difficulté à faire ça. On y va tout le temps avec la petite passe dépanneur à Chabot pour essayer de créer de l'offensive. J'aurais aimé voir un James Leclerc ou même des petites passes dans le flanc à Lafou ou à plus utiliser Dembélé. Je trouve qu'on n'a pas assez utilisé Dembélé dans ce match-là, qui connaissait un bon match, qui était avec sa robustesse, qui était capable de défaire des plaqués. Du côté défensif, on a visé le centre pour 2 raisons. Parce que Farinaccio n'était pas là, mais parce que Doyon n'était pas là non plus. Donc, on voulait viser son remplaçant Kramex. Je ne sais pas comment il le prononce, il faudrait demander. Elijah. Il a pas mal fait, mais tu sais, lui et Boulian ont eu des séquences en 2 temps, des fois des bonnes séquences, des fois ça allait moins bien, puis le Rouge et Or en a profité pour progresser, surtout en première demi. Mais tu sais, on les voit dans les statistiques défensives, tu sais, c'est là qu'on visait. Là. Si tu vois, Boulian est à quasiment 5 plaqués. Elijah, il est à 7,5. Nicolas Roy a eu toute une game avec 9 plaqués. 9 plaqués, 1,5 plus un sac. Puis on a zéro vu Messiane du match parce qu'on ne lançait pas par là. On a fait, on va aller viser les DB puis les secondaires qui ont un peu moins d'expérience, puis ils en ont profité, surtout en première demi. Ça s'est replacé en deuxième demi. Fait que ça, c'était... Côté unité spéciale, là, j'ai zéro compris pourquoi Wayden Alexandre a foutu le genou à terre pour donner un rouge sur le kick-off, là, parce que c'est ça, au final, le point de différence. Là. Sort de la zone des buts, c'est un kick-off. Mais c'est parce que si tu le sors, tu te garantis le 20. Sinon, tu vas chercher 35. Fait que tu sais, c'est un 15 verges bonus.
si tu mets le genou au mais sol, de t'es garantie. dans une situation que tu as le vent d'en face anyway. Tu veux pas donner des points gratuits comme ça là, pour, au final, pas en profiter. Là. Non, mais tu sais, je veux pas trop second-guesser non plus, parce que non. 35 verges, le vent d'en face, c'est énorme. Tu sais. Fait que, je le sais, mais dans la situation où on était, puis avec le momentum, je sais pas. Ouais. Ça ne change rien au final. Là, je veux dire, moi, le début de match du Rouge et Or m'a zéro surpris. Là, je m'attendais à ça. Là. Je l'avais dit aussi, on en avait parlé la semaine passée. Tu sais, moi, j'étais dans mon salon en train de faire les cadeaux, là, puis j'étais zéro stressée. Je voyais ma gang qui fait non, c'est correct. Je m'attendais à de la surprise, puis c'est ça qui est arrivé tôt. Ça sont ajustés. Le vent était un facteur. On l'a vu. Là, dès que tu avais dans le vent dans le dos, tu étais capable de progresser dans ce match-là. Sinon, c'était très, très, très difficile dans l'entièreté. Il y a aussi la décision de laisser le Rouge et Or au 4e quart avec le vent dans le dos aussi, puis de reprendre la possession qui peut être questionnable, mais en même temps, bon, ça finit par un point, fait que ça ne l'était pas. Mais. Parce que mathématiquement, les Carabins ont gagné à deuxième demi. Oui, Chris, plus que la deuxième demi. Ils ont gagné ils ont gagné les 3 quarts suivants. Même s'ils n'ont pas plus d'attaque, ils ont réussi à contrôler l'attaque. C'est l'avantage du vent qui a permis au Rouge et Or de remonter. Il y a aussi les 2 séquences où ils ont demandé les chaîneurs, qui a comme donné des temps morts au Rouge et Or, alors que c'était des premiers jeux clairs. Je ne comprends pas pourquoi les chaîneurs ont été demandés. Puis le pire, c'est que dernièrement, ils essayaient de réduire l'utilisation des chaînes. Ben, j'ai jamais vu autant de ballons mesurés quand c'était même pas serré. C'était depuis plus l'année passée, ils utilisent vraiment moins. Il faut qu'il y ait un doute, là, puis un enjeu majeur. Mais c'était plus qu'un ballon aux 2 fois. Puis ça a permis au Rouge et Or de faire des caucus puis d'avoir des temps morts gratuits à chaque fois. Oui, surtout qu'ils venaient de perdre. Il n'y avait plus de il n'y avait plus de temps mort en plus. Ça fait que tu leur donnes du momentum. Moi, je trouve ça questionnable. Mais bon. C'est la vie, on a perdu. J'aime bien mieux perdre un match comme ça, de toute façon, que ce soit un blowout ou quoi que ce soit. Parce que ça va remettre les gars dans les bons trous. Là, puis, Oui, parce que c'est la plus petite marge que tu peux avoir. Puis à chaque année, c'est un peu la même histoire. Là. Quand Laval était venu à Montréal l'année passée avec un gros écart, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quand même plus qu'une possession. Le défi était tout le temps de dire est-ce qu'ils sont capables d'aller sur la route puis de combler le déficit. Là, la question va être est-ce que les Carabins sont capables de revenir à la maison puis de combler le déficit? Mais là, c'est 1 point. C'est la question. Ça a déjà été fait, là, tu sais. Ouais. La question chez Laval, ça va être Forteza qui va faire les bottées de précision à partir de maintenant. Il vient de se pogner un contrat, lui, là. Ben, je sais pas, là. C'est lui qui a le momentum, faut le mentionner, pour ceux qui n'ont pas suivi, le botté de la victoire, Forteza, c'était le botteur de dégagement. Donc, c'est pas lui qui a fait les bottées de précision, les bottées d'envoi, puis les conversions dans le match. Parce que Choquette en a manqué un pendant le match. Sorti un peu de nulle part parce qu'il avait la jambe la plus puissante, puis ça leur prenait ça. Puis il a frappé un circuit du premier coup. Donc, respect. Mais est-ce qu'il vient de se pogner un contrat pour l'année? Moi, je pense que oui. Là. Comment tu fais pour l'enlever? Pour ceux qui le connaissaient, ils savent qu'il avait le pied haut. Non, au cégep, là, c'est pas, c'est ça, c'est pas une surprise. Là. Non, c'est pas une surprise. Il a tout le temps eu une grosse jambe. Là. Mais cette partie-là a quand même permis de voir certaines faiblesses, de relever certaines faiblesses, de se rendre compte. Bon, vous l'avez écouté, vous avez écouté la game sur TVA Sport. Tout le long, Charles-Antoine parle de cette nouvelle ère avec le Rouge et Or, cette ère sans vedette. Puis à toutes les fois, je disais, mais de quoi tu parles, tabarnak? Il n'y a pas un Christ de joueur qui n'est pas une étoile division 1 collégiale dans cette équipe-là. Arrête-moi ça, c'est toutes des vedettes. Puis là, vous allez à Olivier Cool, la nouvelle identité, ce n'est pas une vedette. C'est pas une vedette, c'était le meilleur joueur offensif il y a 2 ans. De quoi vous parlez? Il n'y a pas un joueur qui n'est pas une superstar dans cette équipe-là. Asti que c'était niaiseux comme cadre tout le long. En tout cas, ça m'a fait chier tout le long d'entendre ça. Ils ont le meilleur recrutement des 2 dernières années. Ils ont passé à gratte comme des Chris sur tous les meilleurs joueurs disponibles. Puis, c'est la nouvelle équipe de col bleu. On ciboire. En tout cas, je dis, c'est je pense, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Mais il fallait s'y attendre.
Mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, François, mais tu sais, on s'entend qu'un Betts, un Richard, un Mittal, c'était des personnalités importantes. C'était des poster boys. Ils ont peut-être pas ça présentement, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Là. Hey, Mittal, on est d'accord parce que Mittal était plus gros que nature, OK? Mais ils ont Cloutier, là, qui a été joueur de l'année. Il est extraordinaire. C'est une machine de guerre. Tous les joueurs sont extraordinaires. En tout cas, tu sais, donc, mais ça aura permis quand même de voir les lacunes qu'on avait, mais malgré le fait qu'on a quand même pas mal de blessés. Moi, j'ai bien aimé ce qu'on a vu dans l'ensemble. Jeu au sol, juste un point avant que. Le jeu au sol, on a fait le même jeu à nauséam, mais Chris, ça a marché. Vous l'avez vu quand on déplaçait nos deux O-line, dont 76. Caroline. Bon, j'ai perdu ma. Les deux O-line de gauche, on les tassait en plein centre pour qu'ils créent le trou pour que Dembélé passe. Ça a marché à toutes les fois. Ça marchait. À un moment donné, je me suis dit, ben Chris, ils vont comprendre le pattern. Mais non, ça continue à marcher. Mais à un moment donné, je me suis demandé pourquoi on ne faisait pas ça, mais en envers, et pourquoi on ne faisait pas le contraire une fois qu'on fait ça. C'est une question de match-up, c'est sûr. Là. Je le sais, mais on parlait, Tam en a parlé, pourquoi on n'a pas utilisé Dembélé comme receveur pour sortir les joueurs? Probablement qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, que les joueurs sur les ailes sont ultra rapides et qu'on ne sera pas capable de faire sortir nos receveurs. Mais ces jeux-là avaient super bien marché, puis là, ils n'ont même pas essayé de le faire. Parce que tout ce qui était hors l'aile, à l'affût, Chabot, pas des grosses journées. Là. À l'affût, 3 verges, Chabot 15 en course. Fait que, ouais, ça se tient ce que tu dis. Là. Mais quand même, le jeu au sol... si tu mets de la diversité avec des options sur ce jeu-là, ça aurait peut-être créé autre chose. Moi, ce qui m'agace, là, c'est que ça fait 3 ans contre le Rouge et Or, on parle de la même chose à chaque fois qu'on les affronte, outre le match qu'on a gagné par une grosse marge l'année passée. Il va falloir que les coachs s'assoient et réfléchissent à une façon d'utiliser le personnel en place pour créer des brèches pour pouvoir avancer ce ballon-là. Parce que là, Joe, là, il gardait le ballon trop longtemps parce qu'il n'y avait aucune option d'ouverte. Puis ça, c'est problématique parce qu'il s'est fait plaquer à plusieurs reprises alors que le ballon n'aurait pas dû être dans ses mains, qu'il aurait dû être... C'est fait maganer. Parti. Puis on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre de le perdre. T'sais. Ce que j'ai... mais c'est ça. Puis tu parlais tantôt des jeux au centre. Laval a utilisé, puis j'en avais parlé, Laval a utilisé le même tracé en plein centre que McGill a fait. Olivier Cool rentrait en plein centre, ramassait le ballon dans la zone, parce que c'est une défensive de zone, justement entre Cremex, le numéro 8 et le 52. Il a super bien fait pour un gars qui s'est probablement fait avertir 10 minutes avant le game. Moi, puis je le trouve punitif. Il est grand, il est fort. Tu sais, il a pas mal fait, mais il a pris de l'expérience dans ce match-là, disons. C'est comme s'il avait joué 5 matchs. Là, fait que de quoi... On bâtit sur ça. Absolument. Là, ça va devenir intéressant en octobre. Ouais. Ce que je veux voir dans les prochains matchs, c'est qu'on essaie d'autres receveurs qui n'ont pas été habillés encore pour voir si on est capable de trouver un type de receveur qu'on n'a pas présentement. Okay. J'ai un grand receveur qui peut gagner ses batailles par la... Moi, j'essaierais ça, là, Ouais. Hey, on va aller parler de l'autre match au Québec en fin de semaine. McGill qui s'en va dans l'herbe longue et qui surprend le Vert et Or. Ben, c'est pas une si grande surprise que ça. Mais on avait dit que maintenant, McGill avait l'air capable de bouger le ballon. Ben, ils ont mis 29 points au tableau. Il a dû gagner ce match-là par 2 ou 3 touchés. C'est les erreurs de McGill qui ont fait que Sherbrooke a été dans le match. Et quand tu fais là, 420 verges de gain, là, puis que tu comptes juste 25 points, 29 points. 420 verges de gain par la passe, plus il y a 133 verges par la course. Tu as raison.
Tu as raison, c'est Il y a au-dessus de 550 verges au total. que c'est passé par Eloa. Fait que non, Tu te rends compte, tu gagnes 500 verges et demi, tu as traversé le terrain 5 fois. Tu aurais dû avoir, Astic, bien plus de points que ça. Punitions ont permis au Vert et Or de faire des points et de rester dans le match. Et les unités spéciales est la chose que McGill doit travailler. Les remises, les bottées, les couvertures sur les retours de bottées, s'ils peuvent régler ça. Ce que Sinot a dit dans son reportage samedi, qui pourrait finir 3e, ça pourrait se réaliser s'ils règlent ce foutu problème-là. Avec une attaque comme ça, là, je suis désolé, on en avait parlé quand on a joué contre McGill. Eloi est un des meilleurs athlètes de la Ligue. Il l'a encore prouvé, ce coup-là. Joueur offensif de la semaine, hein, Et oui. C'était avant même que le match le lien entre lui et son coordonnateur, son head coach est parfait. Il est parfait et ça va faire des dommages. J'ai hâte à la prochaine partie. Ils ont utilisé Simmons, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas fait contre nous. Ils n'ont pas été capables contre nous. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas été capables. Ouais, nous autres, ils l'utilisaient pas dans les bons tracés aussi, mais ça, c'est une autre chose. Je pense qu'ils se sont ajustés face à ça. Mon coup de massue va au Vert et Or. Okay? Le match n'est pas télédiffusé. Aucune nouvelle sur Twitter du update du match. Par chance, il y avait la radio. Moi, je l'ai écouté à la radio. Tu sais, quand tu ne diffuses pas ton match, là, peu importe que l'université que c'est, là, mets au moins tes highlights sur les médias sociaux, puis fais un résumé du match avec les faits saillants le lendemain. Tu sais, l'Ouest fait ça 4 heures après chaque match. Tu as un petit résumé de 3 minutes des meilleures séquences. L'Ouest, eux autres, l'Ouest canadien sont top-notch que dès qu'il y a un touché quelque part, 2 minutes après, tu as déjà la séquence vidéo de disponible ces différentes plateformes. Si tu ne diffuses pas, fais au moins ça pour que tes partisans qui ne sont pas au stade ou les amateurs universitaires puissent te suivre. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais juste en termes de visibilité, c'est un exact, peu plat. Si tu veux grandir ton produit, si tu veux juste donner de la visibilité à ton produit, comment? C'est pas les outils qui manquent. Là. Ben non, on l'a vu, là, tous les articles ces médias, sauf la tribune de Sherbrooke, tous les articles qui sont sortis ce match-là, c'était tout de l'intelligence artificielle générique. Vous voyez, en lisant, là, c'était clair que la personne n'avait pas... C'était générique au coton. Oui, non, mais c'était générique, puis c'était truffé d'erreurs aussi. Là. Bourré, puis en plus, oui, c'était vraiment... Oui, c'est ça. On va finir notre tournée pan-canadienne. Tam, je pense que tu voulais aller voir quelques matchs qui s'étaient passés, notamment en Ontario. Oui, en Ontario, le bon match de la semaine était entre Laurier et Guelph, qui étaient tous deux à 2-0 avant le match. Ça a été un bon match, des échanges de ballons. Ça a pris du temps à starter un peu, mais Laurier est sorti on top dans ce match-là, mais Guelph a réussi à bien bouger le ballon et... je pense qu'ils sont légitimes cette saison. Un super bon carrière en plus. Mais ils devraient probablement finir 3e ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas mauvais. Ils ont un calendrier quand même assez facile. Fait que ça se pourrait 3 ou 4e. Ils pourraient aller chercher un avantage de terrain s'ils jouent bien leur carte. Fait que la classe présentement, c'est Western, Laurier, Guelph. Puis là, après ça, on commence Windsor. À descendre. Probablement Windsor après. Ouais. Je dirais, là, au vu des premières semaines. Plus qu'on a sinon, les matchs les plus intéressants cette semaine ont été dans l'Ouest. Mais avant d'aller dans l'Ouest, juste mentionner que Saint-FX a perdu un peu comme nous sur un placement contre Acadia qui gagne sa première victoire, je pense, en 2 ans. Sauf avec la victoire à Saint-FX sur un placement en fin de match. Donc, 2-2 à Saint-FX. Que se passe-t-il là-bas? Les roues débarquent du carrosse ou quoi? Hey, Mazan. Pour ceux qui peuvent voir les vidéos, là, les joueurs d'Acadia suite au botté, c'est Noël. Là. On a parlé de Toronto quand ils ont gagné leur première partie, comme quoi c'est comme s'ils venaient de gagner la Coupe Vanier. Acadia, exactement. Ouais, non, c'est ça, mais on en a eu une petite dose à Québec après le kick aussi. Oui. Tu sais, l'expression « act like you've been there », pas ce coup-là.
Et Cadia, ça faisait quand même 2 semaines qu'il perdait par 1 point en prolongation. Il pourrait être 3-0, l'unité de quelques petites malchances qu'ils ont fait. Oui, c'est ça, là. Intéressant là-dessus. Dans l'Ouest canadien, une des surprises, c'est l'Alberta qui a perdu contre Calgary en Alberta. Ce match-là était fou. S'il y a des gens qui ont la chance de le revoir ou de juste d'aller voir les highlights, 4 des touchés marqués dans ce match ont été des retours d'interception. 3, puis les 4 premiers touchés du match ont été des touchés défensifs. Le festival du Pick Six. Ça a commencé avec Alberta qui ont scoré le premier touché du match sur une interception, je pense de 30 verges. Après ça, sur les 2-3 séquences subséquentes, les Dinos, jusqu'à la demi, ont fait 3 interceptions, dont un de 61 verges pour le toucher. Puis à partir de là, les Dinos avaient l'avance et l'Alberta ça faisait un bail qu'ils n'avaient pas gagné, les Dinos. Là, Non, quand même pas. Là. Ils sont passés à une mauvaise décision de faire les séries l'année passée. Là. Dans l'Ouest, chaque match à chaque semaine est possible de gagner. Manitoba, Regina qui gagne contre Regina qui gagne contre la Saskatchewan. Toute une performance du corps arrière de Regina avec un taux de compléter plus de 80% de ses passes dans ce match-là. Tout allait dans le beurre pour Regina. La défensive ensuite de ça s'est un peu ajustée, ce qui a permis à la Saskatchewan de revenir un peu dans le match. Mais j'aime bien cette équipe. Et pour terminer, le Manitoba est en mission. C'est la dernière saison de leur coach en chef. Grosse victoire statement à UBC, contre UBC. UBC, il y a des questionnements. Là. Tu perds tes 2 premiers matchs à domicile de surcourant avec une équipe qui est supposée être à maturité. Ils ont perdu le gros lineman. Ouais. Ils ont perdu un gros lineman, mais quand même, Rooker est très, 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 très ordinaire depuis le début de la saison. Il a même été remplacé dans ce match-là par le QB suppléant. Mais la gang de perdre le championnat, là, c'est quelque chose qu'on voit souvent, ça. C'est difficile de rebâtir ta confiance quand tu passes à un match d'y arriver. C'est peut-être ça qui leur arrive. On ne sait pas. Je sais pas, c'est difficilement explicable. T'sais. Ils ont quand même essentiellement le même groupe de receveurs. La O-line tient un peu moins, je pense que c'est problématique, mais défensivement, ils sont très, 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 très lousses. Donc, ça va être difficile. Ils devraient faire les séries, mais ils n'auront pas l'avantage du terrain. Mais parti comme c'est là, n'importe qui, ou presque, pourrait sortir dans l'Ouest. Si tout le monde peut battre tout le monde une fois arrivé à la fin de la saison. C'est comme ça à chaque année. Ça va être dur à prévoir. Selon les sondages de début de saison, c'était l'Alberta qui était favorite. Mais là, en ce moment, tu as le Manitoba et Regina qui sont à 2-0. Donc, c'est à voir. Ça peut arriver. Ouais. OK, donc ça nous amène à la prochaine semaine. On va finir avec notre preview des Stingers qui visitent les Carabins ce samedi. Est-ce qu'il y a d'autres matchs que tu nous proposes de surveiller cette Western-Laurier. Western-Laurier qui va décider probablement qui va finir premier dans cette division-là. Sinon, Alberta-Manitoba. Qui va être très, très, très intéressant. Regina contre UBC pour voir à quel point UBC va rebondir puis à quel point Regina est sur la pente ascendante. Est-ce qu'ils sont pour de vrai? Ouais. Parfait. Au Québec, on a Laval qui s'en va à McGill. Devrait pas avoir de surprise. Encore une fois, c'est l'offensive de McGill. Je pense qu'on est curieux de voir comment ils vont se comporter.
sais, à 2 matchs par semaine, on peut-tu essayer de ne pas les mettre en même temps? On fait en Ontario, ils essaient de faire un effort pour au moins disperser un peu les matchs, mais il y en a 5. Y a-t-il moyen d'essayer de ne pas les foutre en même temps quand les deux sont... C'est la dernière match de la saison, ça va. Là, Et donc, le match qui nous intéresse. Vendre son sport. Ouais. Le match qui nous intéresse principalement, les Stingers qui viennent sur la montagne pour affronter les Carabins. Après un bail. Après un bail, parce que ça, on va le vivre souvent cette année. Toutes les semaines. Exact. Donc, les Stingers 1-1, si ma mémoire est bonne, leur fiche. Donc, le dernier affrontement entre les deux équipes, c'était en saison régulière l'année passée, un match qui avait plus ou moins de valeur, mais les Stingers l'avaient emporté à la toute fin du match, 16-14, si ma mémoire est bonne. Donc, j'imagine qu'on ne doit pas s'attendre au même genre de match que ce qu'on a eu pour qu'on... Pas avec le début de saison de Concordia. Exactement, pour terminer la saison l'année dernière. Donc, Tam, je vais commencer avec toi. On peut s'attendre à quoi par rapport à ce qu'on a vu de Concordia et des Carabins cette année? Des Carabins ou de nous? Moi, je m'attends à ce qu'on utilise la course. Leur ligne défensive n'est pas capable d'arrêter la course. Fait installons la course, profitons de la course, ce qui va ouvrir des gaps après ça pour les passes. J'aimerais ça voir des receveurs de première année qui n'ont pas encore vu de terrain habillés à place de d'autres, juste pour leur donner un peu de temps de jeu, puis pour voir est-ce qu'on peut utiliser ce gars-là dans telle situation plus tard. Attends, t'es déjà rendu à l'étape où tu fais rouler ton banc? On n'est même pas encore à l'étape où on a donné des reps au numéro 1. Après ce que j'ai vu du match de Laval, surtout du groupe de receveurs, moi, je veux voir d'autres receveurs, même s'ils vont juste jouer 7-8 séquences dans le match, juste pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour que les coachs plus tard dans l'année, hey, OK, lui, ça fonctionne bien dans telle situation, je vais peut-être le préférer habiller lui au lieu de lui en backup quand on va affronter tel club, tu sais. Je suis d'accord, mais est-ce que tu aurais. Parce que est-ce que ce genre d'exercice-là n'aurait pas été mieux contre McGill, une équipe qu'on sait plus faible? Concordia est quand même une équipe qui, techniquement, je sais que cette année, ils jouent comme des femmes enceintes. Depuis le début de l'année, je préfère McGill à Concordia. À eux de me prouver le contraire. Ouais, tu as raison. Offensivement, c'est la pire équipe du RSEQ en ce moment. Ben, bon, Sherbrooke. Sherbrooke ont eu de l'aide. Mais je veux dire, de ce qu'ils génèrent, là. De ce qu'ils projettent en hey, j'avance-tu? Concordia Ils sont quoi, Concordia? Ils sont pas capables de courir cette année ou très peu. Ils ont réussi à courir contre Sherbrooke, mais n'importe qui est capable de courir contre Sherbrooke. Là. Chez receveur de passe, personne prend le lead. Olivier Roy n'a pas l'air à 100%. Est-ce qu'on va voir un changement de QB éventuellement chez Concordia? Je ne sais pas. Ça me surprendrait. Il faudrait vraiment que ce soit à la ils ont fin en pour haute passer estime le le deuxième QB, la relève à Olivier Roy. Je pense que tant que la saison ne sera pas... Non, c'est sûr. Les enjeux ne sont pas passés. Les enjeux ne sont pas là. Mais tu sais, le gros problème de Concordia, c'est quand 2 et 3 est court. Parce qu'il y avait Adrien Gay l'année passée, que ça fonctionnait tout le temps. Là, cette année, ils ont perdu. 3 fois, ils ont été arrêtés à la ligne de 1 de l'adversaire. Une fois, ils ont échappé le ballon recouvré par l'autre équipe. Une autre fois, sur un sneak, ça n'a pas fonctionné. Ils vont avec Tremblay, qui est l'ancienne QB Laval, qui joue maintenant comme receveur avec Concordia dans ces situations de jeu-là. Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'ils vont aller vers une autre optique pour le reste de la saison? Je ne le sais pas, mais s'ils ne règlent pas ça, ils ne seront pas dans le coup cette année. François, ta lecture de ce qu'on va voir samedi? Je me demande si Concordia ne va pas arriver pour justement... tu sais, ils ont vraiment un début de saison de marde. Puis de loin, celui le plus décevant. Là.
On s'attendait à eux. Il y avait eu un repêchage quand même intéressant. Ils ont chauffé Laval à la fin de l'année passée. Ouais, mais ils nous ont Beaucoup battus. de vétérans qui ont été benchés contre. 3 vétérans qui ont été benchés contre Sherbrooke. Ouais, là, Est-ce que la semaine de congé va faire des miracles? Ou... Ben, c'est ça. Donc, il faudra quand même pas Peut-être. prendre. C'est pour ça que je te disais, il me semble que c'est risqué de faire des tests présentement. Je trouve que nos joueurs quand partants... je te dis de faire des tests, là, c'est au 3, 4e quart. Là. Je te dis Mettre pas la de le mettre variété. comme partant. Je te dis que ton 8, 9, 10e receveur habillé, peut-être en essayer à 9, 10 quelqu'un d'autre. Ouais, je te dis pas de le mettre partant. Là. Ouais, c'est sûr que peut-être d'avoir toute la gang qu'on avait la semaine passée, qui n'ont pas aidé, ben ça, je suis d'accord. Mais donc, est-ce que je m'attends? Le groupe de la semaine passée, le groupe de receveurs de la semaine passée, il est pas mauvais. Il n'est pas Ils ont mauvais. pas été très C'est juste qu'ils ont opportunistes. toutes la même foutue shape. Ouais. Ben, c'est le seul problème. Tu vois, là, il faudra profiter du fait que présentement, effectivement, Concordia est mot du bid. Donc, peut-être réétablir le jeu au sol, voire pas réétablir parce que le jeu au sol va relativement bien. Je pense que Dembélé va bien. Donc, ce sera d'essayer justement... Tester la défensive de Concordia très, très tôt. Exactement. Puis, aussi, refaire la confiance entre Jonathan et ses receveurs. Il faut faire ça. Bon, je pense pas que la confiance elle soit ébranlée. Non. Je pense juste que le travail des DB la semaine passée était exceptionnel. Ça reste que c'est un sport de résultats. Ouais. Puis 168 verges par les airs, je suis sûr que c'est pas leur objectif. Non. Donc, ça va être ça. Ça va être de jouer ça. Mais en défensive, mine de rien, là, l'attaque de Laval, pas de Laval, de Concordia, va quand même bien. Là, Olivier Roy, c'est un 5e année. OK? Même si c'est pas leur meilleure année, c'est un 5e année. C'est quand même juste 15 points par match. Là. C'est 15 points par match. Non, mais il y a de l'orgueil pareil. C'est en moyenne 400. Depuis le début de l'année, c'est 450. C'est 500 verges depuis le début de l'année. C'est en 2 games. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas si pire. Là. Il lance encore pour 65%. Il est quand même capable de découper. Il est rapide. La game contre Laval, la première game contre Laval, on l'a vu, ça a été sur la première drive. Il était capable de traverser le terrain. Il manque l'instinct du tueur. Mais cette équipe-là était arrivée l'année passée au septembre, mais il est reparti avec la victoire. Ça se peut qu'il y ait toute la semaine, les 2 dernières semaines, c'est exactement sur ce point-là que les coachs ont tablé en disant vous êtes capable. Vous êtes capable de les battre. L'année passée, vous avez battu de l'équipe championne. Cette année, cette équipe championne-là, les Carabins, a un petit peu moins de vernis. Vous êtes capable encore de le faire. Donc, ils vont rentrer au Sepsum sans aucun complexe. Non, ça sera aux Carabins de frapper fort, puis rapidement, puis d'atteindre... Ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début de l'année. Ouais. Depuis le début de l'année, la majorité des verges des équipes adverses a été au premier quart. Puis on se rappelle que historiquement, les lendemains de veille de match à Québec, toujours un peu tough. Non, c'est pas vrai. C'est historiquement, ce qui est tough, c'est les victoires, le lendemain de victoire contre Laval. Ouais, parce qu'un match émotif contre Laval, donc une grosse victoire qui sont démenés, je te dis pas qu'ils ne sont pas démenés, mais là, j'ai l'impression qu'ils sont sortis relativement sereins de cette défaite-là parce qu'ils ont effectivement, comme je l'ai dit, perdu par 1 point et par la volonté du petit Jésus. Tu ne peux pas te battre contre la volonté du petit Jésus. Donc, ils sortent de là assez sereins, ceci étant dit. Je pense que ça va être quand même un match à haut pointage, mais un haut pointage pour les Carabins, mais il faudra que la défensive, même si elle s'est très bien ajustée dans la dernière partie, Olivier Roy est capable de faire exactement ce que les 2 autres corps arrière ont fait, ce qui veut dire attaquer le centre. Attaquer le centre. Par contre, il semble être encore un peu mêlé dans le nouveau cahier de jeu de surprenant. Donc, soyez pas surpris s'il y a des jeux surprenants qui peuvent arriver. Boy. Ouais. Ben écoute, il y a eu 2 semaines pour s'y mettre. Ouais, exactement. Non, mais c'est même pas surprenant. Je me trompe, là. C'est Chapdelaine en plus. Ils ont perdu surprenant. Surprenant à McGill, right? Ouais, c'est ça le deal. Là, ouais, OK. Ma blague était bonne il y a 2 semaines. Petite correction.
Olivier est encore tout mêlé dans le nouveau cahier de Pour jeu ça, la Sylvain. semaine de congé devrait aider Concordia là-dessus à trouver. Mais là, c'est savoir les blessés chez leur groupe de receveurs aussi. Là. Il y a quelques joueurs qui ont quitté pendant le match contre le Vert et Or. Donc, est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Parce que la réalité, là, c'est que même s'ils ont mangé une tape sa gueule contre Laval, mais ils n'ont vraiment pas brillé contre Sherbrooke. 15-11 contre Sherbrooke. Là. Non, c'est un peu gênant. Là. C'est un peu gênant. Mais ils ont tout fait pour perdre ce match-là. Exact. Aussi. Là. C'est un peu gênant. Et il va faire beau que le Torpinouche. On rappe là-dessus. C'est un happening ce samedi sur la montagne. On va t'avoir tout qu'un tailgate. On fait des hot dogs. Des hot dogs. C'est bien important. Hot dog, chien chaud. On va avoir de la merch. Hot dog, chien chaud. Ah, puis là, c'est le fun parce qu'on peut aller piger de la sauce dans le rack. Le rack à sauce. Le rack à sauce, il y a des belles affaires là-dedans. Le fizz. Le rack fizz. Non, mais il y a des belles affaires là-dedans. Ouais. Vous pouvez agrémenter votre roteux. Est-ce que ça va être est-ce que ça va être un beau petit stimé moutarde chou qu'on va avoir? Quelque chose dans ce genre-là? Quelque chose dans ce genre-là? Ouais. J'ai commandé le steamer. Fait que on s'en va vers autre chose. Là. Vous allez avoir du hot dog de stade. Là. Ça va être extraordinaire. Ça va être écœurant. Tam, tu nous as montré, là, on a une couple de nouveaux produits. On a la plaque de char. Oh yeah! Pour mettre en avant de votre véhicule. Fait que montrer votre fierté. Moi, ça fait une couple d'années, j'ai la mienne. Tam, elle a fait des 28-0, je me souviens. C'est bien important. Le plus beau chandail. Oui, puis le cœur qui bat au rythme des montagnards et des carabins. Fait que ça, on est bien fiers de ça aussi. Et on a aussi un t-shirt allé les bleus. Là. Je ne l'ai pas avec moi. Là. Bon, ben, passez nous voir. Là, on a bien des belles bébelles. Puis on pourra partager un petit steamé pendant que vous venez chercher votre consommation. On est là à partir de midi? Le match est à 2h. Fait qu'on va être là à partir de 11. Donc, venez en profiter. Ça va être une météo plus que parfaite. Ouais. Donc, passez nous voir. Merci encore une fois à SPG de nous avoir propulsé, Molson Coors de nous avoir abreuvé. Pour nous encourager, devenez montagnard, inscription à 40$ via le code QR ou notre page Facebook. Suivez-nous sur les médias sociaux, suivez-nous sur YouTube. Et sinon, venez nous voir au Tailgate, ça va nous faire plaisir de jaser. Bonne fin de semaine tout le monde.